Le vrai défi des perturbations de la balance énergétique qu'on s'impose, que ce soit en réduisant notre rapport calorique ou en augmentant notre dépense énergétique pour perdre du poids, n'est pas seulement dans la difficulté à perdre du poids, mais c'est surtout de réussir à maintenir une perte de poids à long terme. Vous le savez, je l'ai déjà souligné à plusieurs reprises à quel point c'est difficile de lutter contre notre biologie pour maintenir une perte de poids durable. Selon une étude américaine de 2015, c'est moins de 1% des personnes avec un indice de masse corporelle élevé qui parviennent à atteindre un poids jugé santé selon les critères de l'Organisation mondiale de la santé sans traitement médical. Pour une majorité de gens qui essaient de perdre du poids, c'est un combat sans fin. On réussit à perdre quelques kilos, puis on les reprend quelques semaines ou quelques mois plus tard, quand finalement on cesse d'ignorer les signaux de détresse que notre corps nous envoie. Les conséquences de ce qu'on appelle les diètes yo-yo, ces cycles répétés de perte et de regain de poids, sont de plus en plus étudiés par la communauté scientifique et médicale. Une toute nouvelle étude montre que ces fluctuations de poids ne sont pas seulement frustrantes, mais elles augmentent de façon significative le risque de maladies cardio-métaboliques. Mon nom est Benoît Arsenault et aujourd'hui, je vous parle de cette étude sur la chaîne Les voies métaboliques. Les conséquences des diètes yo-yo sur la santé sont assez bien documentées. Les fluctuations du poids corporel entraînent non seulement un regain important de masse grasse, mais elles sont aussi liées à une diminution de la masse maigre à long terme, probablement en raison d'une perte de densité osseuse et de masse musculaire, un phénomène particulièrement marqué chez les femmes. Ces cycles de perte et de reprise de poids peuvent donc prédisposer à plusieurs maladies. Deux récentes méta-analyses publiées au cours des dernières années ont confirmé que les individus qui rapportaient avoir eu des fluctuations de poids avaient un risque plus élevé de développer de l'hypertension artérielle, des maladies cardiovasculaires comme des infarctus du myocarde et des accidents vasculaires cérébraux et le diabète de type 2. Ces personnes avaient également un risque de mortalité de toute cause plus élevé pendant le suivi de ces études. Si vous avez un poids corporel élevé, les chances qu'un proche ou qu'un ou une professionnelle de la santé vous ait conseillé de vous prendre en main pour perdre du poids pour être en meilleure santé sont très élevées. Mais pour la santé à long terme, est-ce que c'est pire de maintenir son poids même s'il est élevé ou de se lancer dans une quête de minceur qui risque de faire fluctuer son poids à long terme? C'est justement la question à laquelle les auteurs d'une récente étude ont essayé de répondre. L'étude dont je vous parle a été publiée dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Elle a analysé les dossiers médicaux de plus de 83 000 adultes suivis sur une période de plus de 20 ans au Vanderbilt University Medical Center aux États-Unis. Les chercheurs se sont intéressés à la trajectoire de poids de ces personnes et donc à l'évolution de leur poids corporel dans le temps. 4 profils ont été définis. D'abord, les personnes au poids relativement stable qui ne variaient pas de plus de 5 % au fil des ans. Ensuite, celles qui avaient tendance à prendre du poids de façon progressive et celles qui en perdaient de manière soutenue. Enfin, un quatrième groupe rassemblait les individus qui faisaient le yo-yo, ceux qui avaient connu au moins un épisode de perte de poids significative suivi d'un regain de poids. Fait intéressant, ce sont 50 % des hommes et 57 % des femmes de l'échantillon qui ont été classés dans le groupe yo-yo, ce qui témoigne de l'important pourcentage de la population chez qui on observe des fluctuations importantes du poids corporel à travers les années. Les chercheurs ont ensuite évalué le risque de développer 10 maladies cardio-métaboliques comme le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque, la stéatose hépatique métabolique ou encore l'apnée du sommeil. Les résultats sont assez frappants. Comparativement au groupe au poids stable, les personnes qui vivaient ces fluctuations importantes de poids corporel présentaient un risque nettement plus élevé de développer plusieurs maladies. Par exemple, leur risque d'insuffisance cardiaque augmentait de plus de 50 %. Le risque de diabète de type 2, de stéatose hépatique et d'apnée du sommeil augmentait d'environ 25 à 30 %. Cette étude des chercheurs du Vanderbilt est l'une des plus importantes sur le sujet. D'abord, en raison du nombre élevé de participants, mais aussi parce que dans la phase observationnelle du projet, les chercheurs ont enregistré, en moyenne, le poids corporel des participants à 14 reprises.
Cette étude demeure toutefois une étude observationnelle et non expérimentale. C'est néanmoins le meilleur devis d'études disponible pour aborder ce type de questions. Pour des raisons éthiques, ce n'est pas possible de mener une étude randomisée sur les fluctuations du poids corporel. Personne ne voudrait participer à une étude où on vous demande de faire le yo-yo avec votre poids. Il y a eu des essais cliniques randomisés sur le sujet, mais celles-ci sont limitées aux études animales. Les études précliniques sur les diètes yo-yo ont confirmé leurs effets délétères sur le gain de masse grasse, l'inflammation dans le tissu adipeux, la résistance à l'insuline, qui est une étape clé dans le développement du diabète de type 2, et sur la progression de l'athérosclérose, qui, elle, est une étape clé dans le développement des maladies cardiovasculaires. Les preuves scientifiques semblent de plus en plus converger vers l'idée que les diètes yo-yo laissent une véritable empreinte négative sur la santé métabolique et que l'effet des diètes yo-yo pourrait même être pire que le maintien d'un poids corporel élevé. Au-delà des effets délétères sur la santé métabolique, les cycles de perte et de regain de poids ont aussi des répercussions importantes sur la santé psychologique. Pour en savoir plus là-dessus, je me suis entretenu avec la docteure Marie-Lou Côté, qui est psychologue au Centre d'expertise poids, image et alimentation et professeure en psychoéducation à l'Université Laval. Je lui ai justement demandé quelles sont les principales conséquences sur la santé psychologique des cycles de perte et de gain de poids et comment elle, comme psychologue, traitait de ces sujets avec ses patients. On écoute sa réponse. Les principales conséquences sur la santé psychologique des cycles de perte et de gain de poids, à prime abord, je dirais qu'il y a certainement un impact sur l'image corporelle. En fait, les gens, quand ils démarrent leur première diète, souvent, il peut y avoir des préoccupations par rapport au poids, un désir de perdre du poids, des insatisfactions qui sont déjà présentes. Et donc, quand on reprend le poids, ça peut bien sûr ensuite exacerber ces préoccupations-là. Aussi, avec le temps, le fait de faire le yo-yo avec le poids, ça peut en venir à miner l'estime de soi. Parce que, bon, ben, en tant que société, on a beaucoup internalisé l'idée qu'on devrait avoir un plein contrôle sur notre corps. Donc, après une période de diète, quand il y a un regain de poids, ben, les gens tentent à s'attribuer la faute, à se blâmer, à se sentir coupable, à se sentir en échec. Et donc, ben voilà, à long terme, ça peut miner l'estime de soi. Ça peut aussi, les cycles de perte et de gain de poids, exacerber ou initier des troubles des conduites alimentaires, je dirais. Par exemple, l'hyperphagie boulimique. Parce qu'entre autres, ben, le fait de se restreindre au niveau calorique, mais aussi de se restreindre, de se priver de certains types d'aliments, ben, ça peut amener à un effet rebond de désinhibition alimentaire, c'est-à-dire de vivre, par exemple, des crises de boulimie où les personnes vont manger des grandes quantités de nourriture dans une courte période de temps en perdant le contrôle, là, en sentant qu'ils perdent le contrôle, ce qui, encore une fois, peut générer beaucoup de souffrance. Bref, au lieu d'apporter un sentiment de contrôle, ces cycles-là de perte et de gain de poids, ça va plutôt enfermer les gens dans un cercle vicieux. Comme psychologue, les conseils que je donnerais à des personnes qui ont fait l'expérience de cycle de perte et de gain de poids, bien d'abord, c'est de prendre conscience des potentielles répercussions sur la santé physique et psychologique de ces cycles-là. Quand ça c'est fait, ça peut générer de la culpabilité, hein, des questionnements, savoir est-ce que j'ai bousillé mon corps et que ça peut générer, bref, de la honte, de la culpabilité. Je pense qu'il faut faire preuve de bienveillance envers soi et bien contextualiser, hein. Probablement qu'il y avait un contexte social, un contexte personnel dans lequel ces choix-là se sont faits. Bref, on est bienveillant envers soi. Et pour la suite des choses, bien sûr, on peut focaliser sur qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de moi, de ma santé psychologique, mais aussi de mon corps, de mon alimentation, peut-être en étant un petit peu plus attentif et attentive aux besoins du corps, mais aussi aux besoins psychologiques, aux besoins sensoriels qu'on peut remplir avec l'alimentation. Je fais référence ici à l'alimentation intuitive. Et finalement, pour des personnes pour qui ils ont un long historique hein, d'une relation difficile avec la nourriture, plusieurs régimes et diètes à répétition, ben, c'est possible que d'aller chercher de l'aide professionnelle, de nutritionniste, psychologue par exemple, ben, ça puisse être bénéfique. L'étude sur les effets délétères des diètes yo-yo amène aussi un autre élément de réflexion concernant les nouveaux médicaments comme les agonistes du récepteur GLP-1, par exemple l'Ozempic.
Bien que l'étude dont on parle ait été réalisée avant leur introduction et que leur impact sur les fluctuations du poids corporel n'a pas été directement testé, une récente étude soulignait que chez les personnes qui ne sont pas atteintes du diabète de type 2, plus de 60% des personnes qui ont initié ce traitement l'ont abandonné dans la première année. La reprise du poids corporel a aussi été identifiée comme un facteur de réintroduction de la médication. Les experts sur le sujet sont assez clairs. Ces traitements ne peuvent pas être envisagés comme une solution ponctuelle. On ne peut pas les prendre pendant quelques semaines, les arrêter, reprendre du poids, puis recommencer plus tard sans risquer de retomber dans la spirale du yo-yo. Si on s'engage dans un processus de perte de poids en changeant ses habitudes de vie ou avec ce type de traitement pharmacologique, il est souhaitable de penser dès le départ à une stratégie pour maintenir les résultats sur le long terme et se rappeler qu'améliorer ses habitudes de vie, c'est bénéfique pour la santé métabolique et psychologique, qu'on perde du poids ou non. En terminant, j'aimerais remercier la professeure Marc-Claude Vaule ainsi que la professeure Marie-Lou Côté de l'Université Laval pour leur aide avec la préparation de l'épisode d'aujourd'hui.